Bien, bonjour à tous. Donc, ce chapitre a pour objectif de s'intéresser à la radioactivité. Donc, ce qui est marqué en vert ici, c'est quelques petits commentaires que vous avez vus dans la vidéo déjà sur l'origine de la radioactivité. Donc, Henri Becquerel, qui a donné son nom à l'activité, vous l'avez vu, qui a mis pour la première fois en évidence la notion de radioactivité avec l'uranium. Puis Pierre et Marie Curie qui se sont intéressés à d'autres éléments et qui ont découvert le radium et le polonium. Puis il faudra attendre une trentaine d'années avant la naissance de la radioactivité artificielle. Alors ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'on parle de radioactivité, c'est que l'on s'intéresse ici au noyau des atomes. Donc quand on parle de réaction chimique, on s'intéresse aux électrons, c'est-à-dire on va toucher au cortège électronique des atomes. Lorsqu'on fait de la radioactivité, on va s'intéresser au noyau cette fois. Donc on ne va plus s'intéresser aux électrons, mais seulement au noyau. Et à partir du moment où on s'intéresse au noyau, c'est là où il y a le plus d'énergie dans l'atome, et donc c'est là qu'on va avoir le plus gros dégagement d'énergie lorsqu'on fait des réactions donc nucléaires ou radioactives. On revient donc à quelques bases au niveau des noyaux. Donc un noyau, son symbole, c'est de cette forme-là, X, A et Z, où A représente le nombre de nucléons, ce qui représente l'ensemble des protons chargés positivement, et des neutrons, neutres. Donc les nucléons, ce sont les constituants du noyau. Il y en a donc A au total. Le nombre de protons, lui, se nomme Z, au numéro atomique, et se place en bas à gauche. Et donc on peut facilement déduire que le nombre de neutrons, c'est tout simplement le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Et du coup, on se retrouve avec A, donc le nombre de nucléons, qui est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et donc une fois qu'on a la représentation symbolique, on peut calculer le nombre de nucléons, protons et neutrons très facilement. Donc par exemple, vous avez deux exemples ici, donc je vous laisse les faire. Et ces deux exemples, donc je vous laisse faire pause, vous faites les exercices et ensuite vous venez voir la correction ici. Bien, donc en ce qui concerne l'aluminium, donc l'aluminium, on peut le voir ici, il a 27 nucléons. Il a 13 protons. Et donc automatiquement, 27 moins 13, c'est-à-dire 14 neutrons. Ok, très simple. Ensuite, pour l'uranium, donc même chose. On regarde le nombre de nucléons, on voit 235. Donc 235 nucléons. On remarque aussi 92 protons. Et il suffit de faire 235, donc moins 92, ce qui fait 143 neutrons. Je vous rappelle rapidement la notion d'isotope. Donc des isotopes, attention à ne pas confondre avec des isomères. Des isotopes, ce sont deux noyaux qui ont le même nombre de protons, Z, mais qui ont des nombres de nucléons différents. C'est-à-dire que s'ils ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de nucléons, ça veut dire qu'ils ont donc des nombres de neutrons différents. Donc vu qu'ils ont le même nombre de protons, ils appartiennent au même élément, donc ils ont le même nom, le même symbole chimique. La seule chose qui change, c'est le nombre de nucléons ici, comme le carbone ici par exemple, où on voit bien que le Z est le même partout, le symbole C est le même aussi. Ce qui change, c'est le nombre de nucléons. Donc ici, ces trois-là sont des isotopes du carbone de lui-même, donc carbone 12, 13 et 14. Vous voyez, pour les différencier, on utilise le nombre de nucléons dans le nom. Ici, avec 13 protons, si l'on va chercher dans la nomenclature, on s'aperçoit que c'est l'aluminium. Donc ici, on a des isotopes de l'aluminium, d'accord, qui sont donc à elle 25 et 27, donc aluminium 25 et 27. Et ici, par contre, on a 12 et 13, donc ce sont deux atomes différents. Et de ce fait-là, ce ne sont pas des isotopes. Le premier, c'est du magnésium, et le deuxième, c'est l'aluminium. Donc ce ne sont pas les mêmes éléments chimiques, puisque le Z est différent. Bien, nous pouvons maintenant donc définir la radioactivité. Donc pour ça, il faut comprendre ce qu'est un noyau stable et ce qu'est un noyau instable. Donc un noyau est stable lorsqu'il reste dans le même état d'énergie et il garde la même composition de protons et de neutrons.
Mais s'il ne reste pas comme ça, on va dire qu'il est instable. Et il va dans ce cas-là se transformer. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il pourrait se transformer. Tout d'abord, il peut être trop lourd. Donc s'il est trop lourd, on va avoir ce qu'on appelle une radioactivité alpha. On va émettre de la matière. Si jamais il y a trop de positifs dans le noyau par rapport au nombre de neutres, eh bien on va avoir ce qu'on appelle de la radioactivité bêta+. C'est-à-dire qu'on va changer des protons en neutrons. Et on peut avoir aussi l'inverse, donc on a trop de neutrons et pas assez de charge positive. Dans ce cas-là, on va transformer des neutrons en protons. Et ça s'agira là de radioactivité bêta-. Et ensuite, pendant ces transformations-là, il y a un excès d'énergie. Et cet excès d'énergie, il se transforme en l'émission d'ondes radioactives, d'ondes radio que l'on appelle les émissions des ondes gamma. Donc ce sont des ondes électromagnétiques. Alors un noyau radioactif instable, on va dire qu'on appelle le noyau pair, d'accord, va se désintégrer. Donc ça c'est la radioactivité. Donc on imagine, on a un noyau pair XZA, donc ça c'est le pair. Ce noyau pair, il va se désintégrer en donnant naissance à un noyau Z', donc qui aura un symbole différent, puisque son Z sera différent, et son A sera différent. Donc on va y noter Z' et A'. Et ce noyau, on va lui mettre une petite étoile parce qu'il est très énergétique au moment de la transformation. Et une fois que cette transformation est terminée, le noyau fils ici va se stabiliser, si vous voulez, va relâcher son énergie, donc va se désexciter, il va perdre son étoile. Par contre, on va émettre des rayons gamma. De l'autre côté, en même temps que on obtient le noyau fils, on va avoir l'apparition d'une particule. Cette particule, ça peut être une particule alpha, ou ça peut être une particule électron, d'accord, ou une particule positron. Donc on verra plus tard. Voilà, donc ça c'est une particule qui est émise. Alors, dans une équation de transformation radioactive, on ne peut pas avoir les mêmes règles que d'habitude. Vous vous souvenez, quand on avait une équation chimique, on devait s'assurer que le nombre chacun des atomes à gauche et à droite de l'équation était le même. C'était la conservation des éléments. Ici, on ne peut pas, car les noyaux changent. Donc, on va devoir avoir d'autres règles. Et ces deux règles, ce sont les règles des lois de Soddy, qui nous disent que le nombre total de masse se conserve et le nombre total de charge se conserve. Alors, la particule, de façon générale, on va la noter, pour pouvoir comprendre les règles, P petit z petit a. Et dans ce cas-là, on va pouvoir dire que le z de départ du pair est égal au z du fils, qu'on a appelé z', plus le z de la particule petit z. De même, le nombre de masse A, le nombre de nucléons, du pair est égal à celui du fils plus celui de la particule. Donc A égale A' plus petit a. Et ça, ce sont les deux règles qui vont nous servir à exprimer et à égaliser les équations de radioactivité. Donc on va voir ça maintenant sur des exemples pour la radioactivité alpha, bêta+, et bêta-. Donc si l'on commence par la radioactivité alpha, donc ici c'est quand le noyau est trop lourd, dans ce cas-là il émet une particule alpha. Cette particule alpha, elle possède 2 protons et 2 neutrons, ce qui donne 4 nucléons. En fait c'est un noyau d'hélium tout simplement. Donc ici sans électrons, mais c'est de l'hélium qui a perdu ses électrons. C'est ça une particule alpha. Donc si on prend l'exemple ici du polonium, polonium 84-210, d'accord ? Ce polonium va se transformer par radioactivité en émettant une particule alpha. Donc cette particule alpha qu'on retrouve ici, avec 2 protons et 4 nucléons. Pour trouver l'élément fils ici, il suffit d'appliquer les règles que l'on a vues avant. Donc on sait que le A210 est égal au A du fils plus le A de la particule. Donc ici 210, et il nous faut que ça arrive à 210 en rajoutant 4 au nombre qui est ici. Donc il suffit de faire 210 moins 4,
Et on trouve facilement ici qu'il s'agit de 206. De même pour en bas, on sait qu'au total on doit avoir 84, on en a 2 ici déjà, donc il en faut 82 ici. Il suffit maintenant d'aller dans la classification périodique et regarder quel symbole correspond au nombre de protons 82, et on trouve le plomb. Donc l'équation sera celle-ci. Le polonium va donner du plomb plus une particule alpha. On regarde maintenant la radioactivité β-. Donc dans la radioactivité β-, cette fois, on va émettre un électron. Donc il s'agit là de la situation où on a trop de neutrons. Et on va transformer un neutron en proton. Donc en émettant une charge négative, quelque chose va se transformer en positif. Quelque chose qui était neutre au départ va se transformer en positif. Donc on prend l'exemple ici du cobalt. Donc nombre de protons 27, nombre de nucléons 67. La particule électron ici 0, moins 1, donc pour le A et pour le Z. Donc on applique les mêmes règles que tout à l'heure. Donc pour le 67, c'est facile puisque la particule a 0 en nombre de nucléons, donc ça nous fait 67 ici. Et la charge par contre est négative, moins 1. Donc pour qu'on retombe sur 27, tout le monde est d'accord qu'il nous faudra 28 ici. Et 28 correspond à du nickel. Donc en fait, le nickel va être formé en émettant un électron. Donc ici, on voit bien que le nombre de protons a augmenté de 1. Donc pour passer d'ici à ici, on a augmenté de 1, alors que le nombre de nucléons, lui, est resté le même. Donc ça signifie bien qu'on a changé, transformé un neutron en proton. La radioactivité β+, c'est l'inverse. On a trop de protons, on veut le transformer en neutron. Donc on va émettre une particule positive, un positon, qu'on va noter comme ceci. E0 plus 1. On part ici du phosphore, 15, 30, on applique la même règle. En haut, le nombre reste le même, donc 30. Et en bas à gauche, on a 15 à la fin, donc il nous en faut un de moins ici. Donc il nous en faudra 14. 14 plus 1, ça fait bien 15. L'élément correspondant à 14, c'est bien le silicium, Si. Et ici, on s'aperçoit donc en effet que le nombre de protons, cette fois, a diminué de 1, alors que le nombre de nucléons est resté le même. Donc un proton a été transformé en neutron. Voilà les 3 types de transformations radioactives que vous avez à connaître. Bien, venons-en maintenant à la partie rayonnement. En fait, lorsque vous avez une transformation au niveau du noyau, le noyau fils qui est obtenu est dans un état qu'on appelle excité, c'est-à-dire qu'il possède une énergie supérieure à celle de son état fondamental. Lorsqu'il va se désexciter, il va libérer de l'énergie sous la forme d'un rayonnement électromagnétique. Et ce rayonnement va être appelé gamma. Donc c'est comme des rayons X, c'est comme toutes sortes de rayons que l'on a vus, le visible, les infrarouges, etc. Ce sont des ondes électromagnétiques, mais ce sont les plus énergétiques, ce sont les rayons gamma. Donc ce rayon gamma constitue le domaine le plus énergétique sur le spectre des rayonnements électromagnétiques, c'est-à-dire sa fréquence la plus élevée et donc la longueur d'onde la plus courte. Et donc cette longueur d'onde très faible va faire que ces ondes gamma vont pouvoir se propager un petit peu de partout. Alors on va calculer ici la fréquence et la longueur d'onde d'une onde de 155 kV, donc pas mal d'énergie ici. Je vous laisse faire le calcul et on revient pour la correction. Bien, donc ici on va réutiliser les formules que l'on connaît déjà, E égale h nu, donc h fois la fréquence, et E égale hc sur lambda. On doit d'abord convertir l'énergie qui nous est donnée en électronvolts en joules, donc 155 fois 10 puissance 3 électronvolts, on multiplie ça par 1,610 moins 19, puisque c'est la valeur d'un électronvolt, ça nous donne 2,48 10 moins 14 joules. Puis la fréquence, donc c'est E divisé par H, ce qui nous fait, en faisant le calcul, 3,74 10 puissance 19 Hz, donc une fréquence très élevée. La longueur d'onde, on utilise cette fois E égale hc sur lambda, ce qui nous donne lambda égale hc sur E. On garde c, qui est la vitesse de la lumière, donc 3 fois 10 puissance 8, h qui nous est donné ici, l'énergie que l'on connaît d'ici. Et en faisant ce calcul, on trouve donc 8,01 fois 10 puissance moins 17 mètres, ce qui fait 8 picomètres
D'accord, donc c'est bien plus petit, hein, puisque la lumière c'est de l'ordre de 800 nanomètres, donc 8, 10, moins 7 à peu près. Donc ici, vous voyez, on a quelque chose qui est 10 puissance 10 fois plus petit. Donc c'est vraiment très très petit comme notion de longueur d'onde, et donc ça va se propager très facilement. Et ça, c'est le problème. Ça nous permet donc d'en arriver au danger de la radioactivité. Donc on a vu 3 types de particules. Les particules alpha, donc qui sont grosses hein, à l'échelle de la radioactivité. Et donc elles sont très dangereuses parce que pleines d'énergie, ces particules alpha. Par contre, le fait qu'elles soient grosses fait qu'elles se propagent difficilement à travers la matière. Donc elles ne pénètrent que très peu. Il suffit d'avoir de la peau ou une feuille de papier, quelques centimètres d'air, ça suffit à arrêter les particules alpha. Donc en fait, pour qu'une particule alpha vous fasse du mal, il faut vraiment être en contact direct avec la source de radioactivité. Les particules bêta, elles sont peu ionisantes, donc elles sont moins puissantes que les particules alpha, mais elles sont un peu plus pénétrantes. Il faut quelques millimètres d'aluminium pour les arrêter. Mais ce n'est pas celles-là qui vont nous faire le plus mal. Celles qui vont vraiment nous faire mal, c'est les rayons gamma. Parce qu'ils sont peu ionisants, donc certes relativement peu dangereux par rapport aux particules alpha, mais bien plus que la lumière ou même les UV, etc. Mais par contre, ils sont très pénétrants, c'est-à-dire que ça va être très difficile de les arrêter. Vous voyez qu'il faut un écran de plusieurs centimètres de plomb ou de béton. Donc il faut presque un écran de 1 mètre environ de béton ou de plomb pour arrêter. Ici, c'est marqué 20 cm, mais bon, il faut mieux prévoir plus pour arrêter ces particules gamma. Donc autant dire que c'est pas facile de les arrêter. Et donc elles vont passer à travers le corps, le traverser comme s'ils n'étaient pas là, mais sur leur chemin, elles vont faire beaucoup de dégâts à l'intérieur du corps. Donc les particules alpha, elles peuvent faire très mal, mais il faut qu'elles arrivent à rentrer à l'intérieur, et c'est pas facile pour elles ne peuvent pas le faire comme ça tranquillement. Il faut qu'on les ingère, alors que les rayons gamma, eux, peuvent se propager à travers le corps sans aucun problème. Donc qu'est-ce que sont les risques de la radioactivité ? Eh bien, on a ce qu'on appelle l'irradiation ou la contamination. Donc vous l'avez vu dans le film. Hein. Donc l'irradiation, c'est lorsqu'on est traversé par des particules gamma ou bêta. La contamination, c'est lorsqu'on a absorbé des substances radioactives qui émettent par exemple des rayonnements alpha. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquences effets biologiques ? On peut avoir des problèmes somatiques, donc des malaises, des vomissements, des diarrhées, c'est généralement ça qui va nous arriver en premier. On peut avoir des atteintes oculaires ou cutanées, des brûlures, des lésions, avec des risques de cancer, des problèmes sanguins, donc notamment la leucémie, dont vous avez entendu parler dans la vidéo de C'est pas sorcier, des atteintes à la fonction reproductrice, donc des cas de stérilité, malformation de l'embryon, etc. Donc, très mauvais, bien sûr, d'être soumis à la radioactivité lorsqu'on est enceinte, et puis des effets génétiques. Donc, comme toute situation de ce genre-là, lorsque vous êtes soumis à quelque chose qui peut être dangereux, ce qui va faire la différence, c'est la dose que vous recevez. Donc en gros, même si vous êtes soumis à quelque chose de radioactif, si vous y restez soumis pendant très peu de temps, ça n'aura pas d'incidence sur votre santé. Votre corps s'en remettra très bien. Mais si par contre vous avez quelque chose qui n'est pas forcément très dangereux, mais auquel vous restez soumis pendant un bon moment, par exemple vous habitez dans la zone, eh bien ça peut avoir des conséquences, et ça aura certainement des conséquences sur votre santé. Donc ce qui nous intéresse, c'est avant tout la dose de radiation qui a été absorbée. Et on ne peut pas utiliser ici l'activité comme vous l'avez vu, hein, et puis dans la vidéo c'est expliqué, on va utiliser la dose de radiation absorbée, c'est-à-dire ça va représenter l'effet de cette radioactivité sur le corps. Alors, tout d'abord vous avez ce qu'on appelle le Gray, donc la dose. Donc on va utiliser ici la dose qui est l'énergie divisée par la masse. Donc on prend l'énergie radioactive qui a été reçue par le corps divisée par la masse du corps humain. Et ça va nous donner en Gray, donc, l'énergie, si vous voulez, la dose qui a été reçue par ce corps. Ensuite, il faut tenir compte du fait que, selon les particules qui ont été reçues, cela va changer la donne. Par exemple, on l'a vu, hein, les particules alpha sont beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus énergétiques que les particules gamma. Donc, il va falloir en tenir compte. Et c'est pour ça qu'en fait, on a introduit une nouvelle unité qui est la dose équivalente, qui va s'exprimer en sieverts, ou en plus souvent en millisieverts, qui correspond à la dose précédente multipliée par un facteur de pondération.
voyez que ce facteur vaut 1 par exemple pour les rayons gamma, et il vaut 20 pour les particules alpha. Donc ça veut dire qu'une particule alpha qui vient frapper quelque chose à l'intérieur du corps, ça fait 20 fois plus de dégâts qu'une particule gamma. Mais là encore, n'oubliez pas surtout que les particules alpha, elles sont facilement arrêtées, alors que les particules gamma ne le sont pas. Alors comment on se protège des rayonnements? Tout simplement en réduisant le temps d'exposition, en s'éloignant de la source et en plaçant des écrans de protection, béton, eau, feuilles de plomb, etc. etc. Donc c'est assez évident. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment évolue la radioactivité dans le temps. C'est assez important, puisque vous le savez tous, lorsqu'on a des espèces radioactives, elles vont se désintégrer, mais elles vont se désintégrer à des vitesses différentes selon les espèces. Et plus elles se désintègrent vite, plus elles vont devenir non radioactives. Mais par contre, certaines vont se désintégrer à une vitesse très lente. Et elles vont avoir des durées de vie énormes. Et dans ce cas-là, ça va être problématique, notamment l'uranium qui sort des centrales nucléaires, puisque lui va rester radioactif pendant des centaines de milliers d'années. Et de ce fait-là, il va falloir stocker l'uranium qui est issu de nos centrales quelque part, tout en prévenant les gens que ces espèces sont radioactives. On ne peut pas tout simplement les jeter comme on jetterait n'importe quoi, puisqu'elles vont rester radioactives pendant des centaines de milliers d'années. Alors, pour ça, on a besoin de comprendre ce qu'est l'activité. Donc l'activité, c'est le nombre de désintégrations radioactives par seconde. Donc, on se donne un petit peu une idée ici. Alors, une désintégration par seconde, on appelle ça un Becquerel, puisque c'est M. Becquerel qui avait découvert la radioactivité au départ. Alors par exemple, si vous prenez l'eau de mer, vous voyez 10 désintégrations par seconde. Donc c'est peu. Dans votre corps, 1 kg de votre corps va avoir à peu près 110 atomes chaque seconde qui vont se désintégrer, qui sont radioactifs et qui vont se désintégrer. Ça paraît beaucoup comme ça, en fait c'est très très peu. Si vous regardez l'uranium, on est à 25 millions de désintégrations par seconde. Donc là, on voit tout de suite la différence avec le petit 110 du corps humain. Ce que l'on va utiliser en scintigraphie, donc ça c'est de l'imagerie médicale, on est à 10 puissance 8 à 10 puissance 10, donc de l'ordre de 10 milliards de désintégrations par seconde. Et enfin, la radiothérapie qu'on verra aussi, qui est là pour détruire les cellules cancéreuses, là on est à 10 puissance 14 désintégrations par seconde. Donc ici, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Alors, on a aussi besoin de savoir au bout de combien de temps, on l'a dit tout à l'heure, ça va se désintégrer. Pour ça, on va utiliser cette notion de demi-vie, ou plutôt la période radioactive. C'est certainement mieux de le retenir sous la forme de période radioactive que de demi-vie, puisque c'est la durée au bout de laquelle l'activité de la source, d'accord, ou le nombre de noyaux radioactifs, vaut la moitié de la valeur de départ. Donc c'est lorsqu'on a divisé le nombre d'atomes radioactifs de départ par 2. On va la noter T1,5, comme c'est marqué ici. Elle s'exprime en secondes, en minutes, en jours ou en années, ça dépend des particules. Alors, prenons ici un exemple. Alors, vous voyez, c'est très très variable. Ici, par exemple, le polonium, vous voyez que sa demi-vie, c'est 0,15 millisecondes. Donc lui, en quelques secondes, il se sera totalement désintégré. L'iode, 8 jours. Donc là, c'est un petit peu plus long. Mais le carbone, 5700 ans, et l'uranium, 700 millions d'années. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la demi-vie, ce n'est pas la moitié de la vie. Parce qu'en effet, si je prends la demi-vie du carbone de 5700 ans, on pourrait penser qu'au bout de 2 fois 5700 ans, on aurait fini d'épuiser tout le carbone radioactif. Eh bien, ce n'est pas le cas. Alors essayons de comprendre ça tout simplement sur un exemple. Imaginons que au départ, vous avez N0 noyaux restants. D'accord ? Donc, ça, c'est notre quantité de noyaux radioactifs présents au départ. Au bout d'une demi-vie, on va avoir détruit la moitié des atomes radioactifs. Donc, il ne va en rester plus que la moitié. Au bout de 2 demi-vies, on va avoir perdu la moitié de ce qui restait. Donc, la moitié de la moitié. C'est-à-dire qu'il n'en reste plus que un quart. Au bout de 3 demi-vies,
on va prendre la moitié du quart, ce qui va faire le 8e. Au bout de 4, vous l'aurez compris, on divise encore par 2, ça fait 16. Donc au bout de n demi-vie, on aura divisé le nombre de départ, n0, par 2 puissance n. Mais on n'est pas arrivé à 0. Alors si on place ça maintenant rapidement sur un graphique, et donc je vous laisse le faire, donc à 0, on a dit qu'on avait n0, donc on se trouve ici. À t1,5, on a n0 sur 2. À 2t1,5, on a n0 sur 4. À 3t1,5, on a n0 sur 8. Et à 4t1,5, on a n0 sur 16. Donc ici, vous voyez bien apparaître une courbe. Ici, qui est exponentielle vers le bas. D'accord? Donc, on voit bien que ça décroît très rapidement au début, puis ça se stabilise. Et si on continue, vous voyez, ça va descendre vers 0, mais très lentement. Donc en fait, ça va mettre très longtemps à devenir non radioactif. Alors comme vous le voyez ici, on considère qu'au bout d'un temps égal à peu près à 20 demi-vies, eh bien, tous les noyaux radioactifs se seront désintégrés. Donc, on considère que l'activité de la source est nulle, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais en tout cas, c'est suffisamment faible pour être négligeable. Et donc, on va considérer qu'une fois qu'on a attendu 20 demi-vies, on est tout bon. Mais, vous voyez que pour l'uranium, avec 700 millions d'années de demi-vie, vous devez attendre 20 fois ça, ça va vous prendre un certain temps. Donc, ça peut être quand même des temps qui sont très 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 longs. On va finir ce chapitre par 2 applications médicales de la radioactivité. Tout d'abord, la scintigraphie. Donc, la scintigraphie, c'est une technique d'imagerie médicale basée sur l'utilisation de la radioactivité. Donc, on va ingérer ici un traceur radioactif à l'intérieur de la personne. Ça peut être de l'iode ou autre chose. On l'envoie en très faible dose et ces particules vont aller se fixer sur les organes qui nous intéressent. Elles vont se fixer, puis elles vont se désintégrer. Ce sont des particules qui se désintègrent très vite. Elles vont se désintégrer et émettre des rayons gamma. Et ces rayons gamma vont être captés par une caméra spécifique. Et ça va permettre ici de reconstituer l'image, et ça va permettre de faire apparaître certaines zones, certaines parties, et donc de mieux comprendre. Et enfin, dernière technique, cette fois c'est la radiothérapie, qui elle consiste à traiter les tumeurs cancéreuses. Donc cette fois on va envoyer des rayonnements gamma assez puissants, de manière donc très localisée, de façon très localisée, de manière à détruire les cellules cancéreuses de certaines tumeurs. Donc bien sûr, on ne peut pas détruire que les cellules qui nous intéressent et les cancéreuses, on va détruire tout ce qui est sur le trajet, mais si on peut détruire les cancéreuses, eh bien ça peut permettre au reste du corps de se régénérer, et ça permet au reste du corps surtout de faire face à la situation, de pouvoir s'occuper des cellules cancéreuses s'il y en a beaucoup moins. Donc soit on peut faire de la radiothérapie interne, donc cette fois on va injecter des radioéléments à l'intérieur qui vont émettre des bêta-, donc qui vont émettre des électrons, et de ce fait-là, ça va tuer les tumeurs, ou alors la radiothérapie externe, cette fois avec des rayons gamma, donc on va envoyer à travers le corps. Voilà donc pour ce cours sur la radioactivité.